par tous les temps avec vous, c'est votre météo sur France 3 avec Adréa. Adréa Mutuelle, santé, prévoyance, épargne, retraite. Bonsoir à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. Hier, les pays européens se sont répartis la prise en charge de 120 000 demandeurs d'asile débarqués en Italie et en Grèce afin de soulager ces deux pays. En Savoie, comme un peu partout dans les Alpes, on commence à s'organiser pour pouvoir accueillir ces réfugiés. Exemple à Saint-Michel-de-Maurienne ou encore à Bourg-Saint-Maurice. Militants, pas voyous, c'est un des slogans affichés aujourd'hui par les militants de la CGT. Ils ont manifesté à Grenoble comme un peu partout en France pour défendre les libertés syndicales qu'ils estiment de plus en plus menacées. Nous en parlerons avec mon invité Nicolas Benoît. Il est le secrétaire départemental de la CGT en Isère. Et puis nous ferons la connaissance d'un artiste brillant. Son nom, Jadi Khan. Sa passion, la photo, qu'il s'amuse à transformer, embellir, éclairer selon ses envies. Il expose ses travaux en ce moment à la Belle Électrique à Grenoble. L'occasion de plonger dans son univers très prolifique. Juste après ce journal, vous avez rendez-vous avec l'édition nationale. Carole Gessler reviendra notamment sur le scandale Volkswagen. L'onde de choc se poursuit avec l'annonce de la démission du patron du géant allemand. En France, Ségolène Royal demande des comptes et dénonce une forme de détournement de l'argent public avec le bonus sur les voitures propres. Je vous le disais en titre, l'Europe s'organise pour pouvoir accueillir les 120 000 migrants venus notamment de Syrie. Et en Savoie, un centre d'accueil a été ouvert à Saint-Michel-de-Maurienne, tandis qu'à Bourg-Saint-Maurice, le maire a lancé un appel à la solidarité. Reportage Jean-Christophe Solari et Loïc Blache. Il était fermé depuis 3 ans. Il s'apprête à rouvrir. Cet ancien foyer, Sonacotra, doit accueillir 70 à 80 réfugiés arrivés sur le sol européen au mois d'août. Pour l'heure, les artisans s'activent pour réaménager les locaux. Des appartements collectifs d'un côté et des logements pour des familles de l'autre. Pas question pour le maire de Saint-Michel-de-Maurienne d'en faire un ghetto. Dans la vie communale, je vois mal laisser à l'écart ces réfugiés. Qu'on le veuille ou non, c'est une situation que vit l'Europe actuellement. On nous annonce à peu près 30 000 réfugiés en France. Donc un centre à Doma, ce n'est pas nous qui décidons de l'ouvrir puisqu'on n'en est pas propriétaire. Mais malgré tout, de vivre cette situation, il faut bien que l'on fasse quelque chose. Alors à la bibliothèque municipale, on ressort les livres d'apprentissage des langues. Il faut dire qu'ici, l'accueil de réfugiés remonte aux années 20 avec la guerre d'Espagne et plus récemment l'ex-Yougoslavie. À Bourg-Saint-Maurice, dans la vallée voisine, ce sont des ouvriers portugais qui se sont établis dans les années 60 pour fuir la misère et la répression. Le maire a lancé un appel à la population pour héberger des réfugiés. Alors à ce jour, on a 3 familles déjà qui se sont proposées spontanément. Et je pense qu'il y en a d'autres qui vont se faire connaître prochainement, certainement. On a déjà beaucoup de personnes étrangères dans la ville et je pense qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là, ils s'intégreront facilement. Même pour les enfants, au niveau des écoles, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Des familles volontaires qui mettent à disposition une chambre ou un appartement inoccupé. Elles pourront s'appuyer sur le savoir-faire local en matière d'accueil de personnes étrangères. Cette information à lire sur notre site internet France 3 Alpes. 2 policiers ont été blessés, leur voiture caillassée dans le quartier Mistral à Grenoble. Cela s'est passé en fin de matinée. L'auteur des faits a été interpellé peu de temps après. Plus de détails sur notre site internet France 3 Alpes. Nous vous en parlions hier, l'affaire de la veuve noire de l'Isère et la remise en liberté de Manuela González pour vice de forme a relancé la question de l'engorgement des tribunaux. Les temps d'attente entre les procès sont souvent bien trop longs et ce en raison notamment d'un manque de moyens. Reportage Cédric Picot avec Franck Serroni. Libéré 1 an et demi après une condamnation à 30 ans de prison. Une décision choquante pourtant fondée sur le droit. Manuela González a bénéficié du non-respect du délai raisonnable. Après plus de 5 ans de détention provisoire, la justice n'a toujours pas pu fixer la date de son procès en appel, faute de moyens. Ce délai qui passe, il est certainement difficile pour Mme González qui a été en détention et qui ne l'est plus aujourd'hui, mais il est extrêmement pénible également pour la partie civile qui, elle, attend qu'une partie et qu'une personne, en l'espèce Mme González, soit déclarée coupable de façon définitive et qu'elle puisse enfin commencer son travail de deuil.
Pas de date de jugement en appel prévue pour l'instant car l'affaire Manuela González est loin d'être la seule traitée par la Cour d'appel de Grenoble. Dans cette juridiction, les procès d'assises sont nombreux. Une centaine de dossiers seraient actuellement en attente. Les assises de Grenoble auraient besoin de 2 présidents de cour supplémentaires pour fonctionner correctement. Ces problèmes de moyens ont été évoqués avec la chancellerie, notre administration centrale, et nous avons réclamé des effectifs supplémentaires. Il ne faut pas croire que l'institution judiciaire porte à elle seule la responsabilité de tout. Il y a des questions de moyens, il y a des questions de déroulement des procès. Tout cela se conjugue. La libération de Manuela González intervient quelques jours après celle d'un homme accusé du meurtre d'un policier en 2009 à Bobigny. 2 événements qui illustrent la surcharge des services de justice. La France souffre très clairement d'un déficit de moyens qui est octroyé à sa justice. J'ai 2 chiffres qui sont très parlants, me semble-t-il. Il y a 9 juges pour 100 000 habitants en France et il y en a 20 dans les pays du Conseil de l'Europe en moyenne. Donc on souffre, il faudrait 2 fois plus de magistrats. Reste à s'en donner les moyens. Pour l'instant, la France est l'un des pays d'Europe qui investit le moins dans sa justice. On ouvre une page sociale à présent. À Grenoble, la manifestation de quelques 300 étudiants de la filière STAPS, les sciences et techniques des activités physiques et sportives. Les étudiants grenoblois s'associent à une action nationale pour protester contre le manque de ressources financières et le manque d'infrastructures. Ce cursus sportif connaît un succès grandissant car il débouche rapidement sur un emploi. Mais les STAPS peinent à accueillir tous les candidats. Je propose d'écouter leur porte-parole, Romain Plény, au micro de Xavier Schmitt. C'est une filière qui est de plus en plus populaire et donc de plus en plus demandée sur admission post-bac. Et il n'y a pas vraiment de réponse du gouvernement, c'est-à-dire que vu qu'il y a plus de personnes, on devrait avoir des adaptations pour pouvoir accueillir toutes ces personnes. Et il n'y a pas ça. Le budget n'a pas été modifié. Les universités redistribuent le budget. Malheureusement, vu que c'est décentralisé, le pouvoir n'est pas centralisé. Il y a certains UFR dans certaines villes qui ne sont pas très reconnus, pas aidés par leur université. Donc ils ont des moyens insuffisants et c'est pas possible. Et social toujours, une 60aine de militants de la CGT étaient dans la rue aujourd'hui à Grenoble, comme là aussi un peu partout en France. Une manifestation pour défendre les libertés syndicales. Elles seraient de plus en plus menacées. La CGT a recensé de multiples cas de discrimination à l'encontre de représentants syndicaux dans les entreprises, portant notamment sur la carrière. Reportage Xavier Schmitt et Yves Mariglot. L'une des conditions qui freine la syndicalisation, quelle que soit l'organisation, ça reste la peur des représailles. Représailles, discrimination, la CGT dénonce les atteintes aux libertés syndicales. Selon les militants, les cas se multiplient, comme cet ingénieur délégué syndical dans une grande entreprise informatique. Victime de préjudice, il a refusé un accord à l'amiable pour obtenir gain de cause devant la justice. Il faut impérativement qu'il y ait des jugements qui soient... Là, c'est un jugement de cour d'appel où ils ont été condamnés pour harcèlement moral, pour discrimination syndicale, pour retard de carrière. C'est des choses qu'il faut montrer, c'est des choses qu'il faut utiliser pour permettre à l'ensemble des salariés de se battre pour obtenir ce qu'ils doivent obtenir dans les entreprises. Les entorses à l'action syndicale touchent même l'affichage, affirment les militants. Les panneaux autorisés se font rares et l'affichage sauvage est moins toléré. Ce responsable syndical a dû répondre d'un dépôt de plainte d'une commune à la gendarmerie. On vous demande une prise en plainte et une photo de profil. On se dit déjà, là, on est dans la criminalisation de l'action syndicale. On est des criminels. Donc il faut que... Nous, on veut absolument faire passer le message que la CGT, depuis 120 ans, elle colle, elle exprime ses idées. La liberté syndicale est un droit fondamental garanti par la loi, rappellent les militants. Selon eux, les infractions n'épargnent pas le secteur public. La situation s'aggrave, on le voit au jour le jour, hein, où on empêche nos militants de parler, on les menace, on les sanctionne, et ça c'est vraiment au quotidien. D'après une enquête du ministère du Travail, 40% des délégués syndicaux estiment que leur mandat représente un frein à leur carrière. Et pour aller plus loin sur ce sujet, j'accueille Nicolas Benoît. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire départemental de la CGT en Isère. La situation est si grave que ça pour les syndicats, pour les représentants syndicaux? Oui, on voit la situation se multiplier, que ce soit en Isère ou dans l'ensemble des départements du pays.
Les actions, que ce soit les unions locales qui sont aujourd'hui, on voit couper leurs subventions, que ce soit dans les entreprises où les salariés sont discriminés par rapport à leur carrière, mais également réprimés pour certains, voire licenciés pour un motif. Licenciés parce qu'ils sont représentants syndicaux Voilà, tout à fait. Ou simplement parce qu'ils sont lanceurs d'alerte ou autres. Donc ça pose des questions aujourd'hui sur la forme de démocratie qu'on a dans notre pays et qui est en train de se développer. Donc les législations qui sont en cours n'améliorent pas la situation. Alors en France, le nombre de personnes qui s'inscrivent dans les syndicats diminue. 8% de Français syndiqués, c'est beaucoup moins qu'avant. C'est dû à la peur, selon vous, par exemple, justement, de certaines représailles ou d'être mal vu par ces dirigeants d'entreprise? Un sondage Sofres qui a été publié en 2008, il est clair que pour la majorité des salariés, la syndicalisation est freinée par la peur du patron. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est la peur. Et puis aussi sur l'aspect des roulements de carrière, donc on y voit un frein. Il y a aussi les conventions collectives qui protègent beaucoup les salariés. Les conventions collectives les protègent pour l'instant. Néanmoins, je rappellerai quand même qu'à l'issue de la guerre, il y a quand même eu beaucoup plus de syndicalisation. 8% aujourd'hui en France, c'est pas pour ça que dans d'autres pays, il y a beaucoup de syndicalisation et qu'il y a plus d'avancées sociales. Néanmoins, on représente pour la CGT environ 700 000 militants et adhérents. Donc c'est plus que l'ensemble de la classe politique réunie qui, elle, aujourd'hui, on nie pas leur représentativité. Et du coup, il y a, selon vous, des conséquences pour la protection des salariés? Et si oui, lesquelles? Aujourd'hui, la faiblesse déjà des organisations syndicales et de la contestation, les salariés qui sont de plus en plus isolés, oui, ça pose un souci par rapport à leur capacité de s'organiser pour pouvoir revendiquer et obtenir des acquis. Des menaces aussi sur l'inspection du travail? Tout à fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Sur l'inspection du travail, les réformes en cours vont limiter leurs droits, donc sans les moyens, avec des possibilités amoindries de sanctions par rapport aux entreprises. Et de plus, par rapport, je prenais l'exemple du lanceur d'alerte, avec l'entreprise Tefal, on peut la citer, qui a porté plainte contre une inspectrice du travail de l'Ain en pénal, donc pour divulgation de dossiers, quoi. Donc sur des dossiers de la fraude fiscale. Merci beaucoup, en tout cas Nicolas Benoît, d'être venu sur notre plateau ce soir. Merci. Politique à présent, le maire de Grenoble, Éric Piolle, était l'invité du congrès des maires des grandes villes. À cette occasion, il a proposé aujourd'hui un nouveau New Deal. Il s'agit d'investir pour l'avenir et sortir de la récession. Pour cela, l'élu écologique plaide pour des investissements qui seraient consacrés à la transition énergétique, et ce, sans qu'ils pèsent sur la dette publique. On écoute Éric Piolle. L'Allemagne a fait un fonds stratégique de 500 milliards, imaginez-vous, pour pouvoir justement libérer ces investissements. Ce pacte de décentralisation, c'est qu'à Grenoble, nous pourrions investir aujourd'hui des dizaines de millions, non pas qui seraient financés par de l'impôt ou de la dette future, mais financés juste par les économies d'énergie que l'on fait à terme sur ces opérations et financés par la production d'énergie renouvelable. Voilà, donc c'est finalement très simple et je crois que la société y est prête, donc il nous faut changer, je crois, cet état d'esprit-là pour sortir de ce blocage total. Politique toujours avec la liste Kéran pour les régionales qui bat de l'aile. 18 membres du Parti socialiste du Rhône ont en effet annoncé qu'ils choisissaient de se retirer après des désaccords sur l'élaboration des listes dans les départements. Le président sortant de la région leur répond, mettant en avant l'union contre la division. On l'écoute. La gauche est déjà divisée. Ce n'est pas la peine de rajouter de la division à la division. Je suis le chef de file. J'ai été investi par 3500 militants. C'est à moi de constituer une liste où il y aura, bien sûr, les socialistes, ils feront la moitié des listes, et puis il y aura des représentants d'autres courants politiques. C'est notre capacité à rassembler. Ça ira des écologistes aux démocrates, de tous ceux qui ne veulent pas voir la région gagnée par la droite extrême et l'extrême droite. Donc ça, c'est ma responsabilité, et je la jouerai jusqu'au bout. Depuis février dernier, une loi existe pour faciliter la fusion entre les communes. Cela rentre dans le cadre de la réforme territoriale. Et en Savoie, l'idée de se marier séduit pas mal de communes, notamment dans l'Albanais. C'est ce que nous explique Cédric Le Poitvin avec Frédéric Pasquette.
Elles se sont dites oui. 6 communes de l'Albanais ont procédé vendredi dernier à un vote de confirmation en vue de leur fusion. Albins, Cessan, Épercy, Mognard, Saint-Germain-la-Chambotte et Saint-Giraud formeront une commune nouvelle du nom d'Entrelacs d'ici à janvier 2016. La communauté de communes de l'Albanais dont elle faisait partie depuis 21 ans compte actuellement 8 communes. 2 ont donc rejeté ce projet d'union en juillet dernier, La Biole et Saint-Ours, 600 habitants. J'étais effectivement favorable à la création de cette commune nouvelle. Le conseil municipal voyait dans cette union, je dirais, un peu peut-être une perte d'identité, une perte de moyens, d'autonomie. C'est vrai qu'on n'aura plus notre budget propre et ça a inquiété effectivement les membres du conseil municipal. Malgré leur vote négatif, Saint-Ours et La Biole resteront rattachés à la communauté de communes de l'Albanais jusqu'en janvier 2017. Mognard a voté en faveur de la fusion. Pour le maire, l'union était la seule solution face à la suppression des intercommunalités de moins de 20 000 habitants, une continuité assurée pour la mutualisation des moyens. Ça fait 21 ans qu'on travaille ensemble, donc on a créé des services petite enfance, on a développé de l'assainissement dans chaque commune, les services bien entendu de déchets, on a le service culturel, l'économie, enfin nous avons transféré beaucoup de choses, les communes ont transféré beaucoup de choses à l'interco. Il ne fallait pas que tout ça s'arrête, parce que si chaque commune redevenait indépendante, il fallait qu'elle reprenne certaines des compétences qu'elles avaient. La commune nouvelle aura pour avantage le maintien pendant 3 ans des dotations versées aux anciennes communes par l'État et l'harmonisation des taux d'imposition sur 12 ans. Le préfet de Savoie prendra un arrêté le 1er octobre pour officialiser le mariage. Reste à trouver un nom pour les habitants de la future commune. Le public sera invité à se prononcer. Bonne nouvelle pour les stations de ski françaises. Après avoir dressé le bilan de la dernière saison hivernale, la France retrouve son rang de destination mondiale préférée des touristes pour le ski, et ce juste devant les États-Unis et l'Autriche, et ce malgré une baisse de la fréquentation. Explication de Johan Etienne. Cocorico pour nos stations de ski tricolores. L'hiver dernier, pour la 4e fois de son histoire, la France est redevenue championne du monde de l'or blanc en termes de fréquentation. Lors de la saison 2014-2015, les pistes de ski hexagonales ont enregistré 53,9 millions de journées skieurs. Seul bémol, cela représente une baisse de la fréquentation par rapport à l'hiver précédent. Cela n'empêche pas la France de redevenir la première destination mondiale pour le ski, juste devant les États-Unis. L'Autriche termine à la 3e marche du podium. Côté recettes, elle reste stable pour les domaines skiables avec près d'1,3 milliard d'euros, conséquence d'une hausse tarifaire du prix moyen des forfaits en station. Du côté de nos massifs, la fréquentation est en léger recul, moins 4% en Savoie et en Haute-Savoie, moins 1% sur les stations de l'Isère et de la Drôme, une baisse conforme à la tendance des 4 hivers précédents. Les raisons, une neige tardive, des difficultés de circulation lors des chassés-croisés ou encore les pluies torrentielles qui ont mis fin brutalement à la saison au mois de mai. Malgré tous ces paramètres, les petites stations ont su tirer leur épingle du jeu. Elles affichent une progression de leur fréquentation de 2% sur un an, contre un recul de 5% pour les grandes stations. Et on ouvre une page santé à présent dans ce journal avec ce coup de projecteur sur le bio-vert, un nouveau matériau révolutionnaire issu de la recherche lyonnaise. Il permet à l'organisme de fabriquer de l'os là où il en manque. Reportage Frédéric Liop avec Christian Kongsiker et Thierry Zwiderski. Dans ce bloc de neurochirurgie, une opération très délicate sur la colonne vertébrale. Cette équipe médicale doit redresser le rachis d'une patiente d'une vingtaine d'années atteinte d'une scoliose sévère. Pendant 4 heures, à dos ouvert, le neurochirurgien va corriger la déformation à l'aide d'instruments métalliques, une 50aine de vis et 2 tiges servant de tuteur. Mais pour rigidifier définitivement la zone opérée, une greffe osseuse est nécessaire. Et pour une telle surface, le chirurgien ajoute un nouveau matériau synthétique, du bio-vert. Le principe de la greffe osseuse va être d'obtenir un pont osseux entre toutes les vertèbres instrumentées. Pour réaliser cette greffe, on va utiliser le propre os du patient, mais ça ne suffit pas. Et donc on va associer un substitut osseux comme le bio-vert, ce qui va nous permettre d'avoir un volume osseux suffisant pour pouvoir réaliser la greffe tout le long de l'instrumentation. Au bout de quelques mois, les vertèbres opérées seront littéralement soudées entre elles, empêchant ainsi toute nouvelle déformation. Ce bio-vert est fabriqué ici, dans cette PME de la banlieue lyonnaise. L'innovation tient surtout dans la composition du matériau,
complètement assimilable par l'organisme. C'est un mélange de 4 céramiques, calcium, silicium, phosphore, sodium, spécifiquement construit pour, lorsqu'il est au contact du corps, naturellement stimuler la reconstruction osseuse du corps. C'est le corps en fait qui va se reconstruire par lui-même et le verre bioactif va être un booster de cette régénération cellulaire. Ainsi, le matériau va petit à petit être dissous par l'organisme. Les sels minéraux des petites billes vont être utilisés pour reconstituer de l'os naturel. Et quelques mois plus tard, le bioverre aura totalement disparu. Exemple dans ce cabinet dentaire qui a couramment recours à ce matériau pour renforcer l'installation d'un implant. Au bout d'1 an, les résultats sont très probants. Ça, c'est la partie qui a été régénérée. Ça veut dire que avant c'était de la poudre de bioverre. Et là, désormais, ici, si on fait une étude histologique, si on fait un prélèvement, on va découvrir à peu près 50-70% d'os du patient. Entièrement synthétique et biorésorbable, ce matériau pourrait à terme remplacer les poudres d'os d'origine animale ou humaine actuellement utilisées pour effectuer ces comblements osseux. Le Festival du cinéma italien a commencé à Annecy. Cette 33e édition se déroule à Bonlieu jusqu'au 29 septembre. L'occasion de découvrir à travers fictions et documentaires le travail de jeunes cinéastes transalpins et les œuvres de réalisateurs bien connus. Nathalie Rapuc, Dominique Sommet. Com'era papà? Come te, il più bello di tutti. Comédie, drame, action, 8 fictions sont en compétition. L'édition 2015 zoome sur le jeune cinéma italien et offre au public annecyen des avant-premières, comme Latin Lover de Cristina Comencini. Mais le Festival du film italien met également l'accent sur le documentaire, un genre très répandu en Italie qui dépeint la société actuelle. Les problèmes de la criminalité organisée, la mafia, la camorra, les tremblements de terre qui conduisent à des reconstructions difficiles, mal gérées du point de vue politique. Enfin, tout ça offre une quantité de sujets qui fait que les documentaristes, je dirais qu'ils n'ont pas qu'à se pencher pour trouver des sujets, mais presque. Donc on a une très grande production dans les deux domaines et le festival essaie d'en rendre compte. Cet événement, au fil des années, est devenu une référence dans l'audiovisuel italien. Certains réalisateurs trouvent même des distributeurs ici, en Haute-Savoie. Ce documentaire, Perso gli uomini, est en compétition. Pour la réalisatrice Elisabetta Sgarbi, après une participation au Festival de Venise, c'est un honneur d'avoir été sélectionnée à Annecy. J'ai entendu vraiment parler de ce festival par tout le monde de la critique italienne. C'est un festival très renommé, c'est un festival très important pour le cinéma italien et je suis vraiment heureuse d'être ici. Le Festival du cinéma italien se poursuit jusqu'au 29 septembre prochain. Cet événement, dont l'avenir est remis en question, pourrait bien revenir sous une nouvelle forme en 2017. Et culture toujours avec cette exposition à découvrir à la Belle Électrique de Grenoble, celle d'un artiste isérois qui s'appelle Jadikan. Ça veut dire le créateur en indonésien. Jadikan évolue entre peinture, photographie, art numérique et exploration urbaine. Il pratique ce qu'on appelle le light painting. Jean-Christophe Pain et Franck Serroni l'ont rencontré. C'est classe. Waouh. Oula, ça me donne le vertige, tiens, à force. Ah ouais, tu m'étonnes, bah oui, c'est addictif. Clairement. Du coup, voilà, c'est de la photographie panoramique et vue dans un système immersif, en fait, qui est de la, comme on appelle ça, de la réalité virtuelle. Donc ça permet de se tourner pour pouvoir voir l'œuvre qui est en fait tout autour de vous, de se tourner pour la regarder. Jadikan ne recule devant rien. Pour nous procurer des sensations visuelles, toujours nouvelles. Nous vous l'avions présenté sur France 3 Alpes il y a quelques années, en pleine création, dans une carrière. Quelque part en Isère, Jadikan sculpte la lumière. Plus on éclaire, plus ça restera éclairé. Hop là, si on, comme un pinceau, hop là, on rééclaire 2 fois et hop là, du coup là, ça va être de moins en moins fort. L'appareil photo, en mode pose, capte sa chorégraphie lumineuse. Ah, ça rend trop bien. C'est fou quand même. Ce qu'on peut faire avec la technologie.
Light painting, virtual panoramique et maintenant relief stéréoscopique. Voyage aux sources de la photographie. Jadikan, c'est retour vers le futur. En fait, là, ça a été fait avec de la diapositive. De la photographie diapositive, donc tu vois directement le résultat. Donc c'est un appareil exprès qui a deux objectifs. Donc quand on regarde à la lumière, on voit en fait les deux côtés. En fait, les deux photos sont prises simultanément. Et comment ça se fait qu'on ressent une profondeur? C'est ton cerveau qui refait la 3D. Oui, après il remet le point. Il remet le point et ton cerveau imagine le relief. Mais la toute dernière trouvaille de Jadikan, c'est ça. Un téléphone portable, dont on ne donnera pas la marque, équipé d'une application spéciale, Light Painting. Je vais lancer l'appareil, tu bougeras pas, je vais commencer par t'éclairer et puis faire des choses autour de toi. Et je te dirai quand c'est terminé. Après, tu bouges pas. C'est vraiment une chorégraphie, donc il y a une première partie qui a été d'éclairer le personnage, important pour qu'on le voit. Et après, avec différentes sources lumineuses, je vais dessiner, là essentiellement dessiner dans l'espace. Jadikan expose actuellement dans 3 lieux différents. La Belle Électrique de Grenoble jusqu'au 24 octobre, au GAC d'Annonay pour la Biennale de Lyon et enfin à la Biennale de la photographie à Bassano en Italie. Et c'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site alpes.france3.fr. Demain à midi, vous retrouverez Daniel Despins pour un nouveau point sur l'actualité dans les Alpes. Passez une très belle soirée.